petit peu donc, Léon qui est venu et le magazine pour lequel elle travaille, donc Sorociné. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. En fait, c'est un podcast qui existe depuis 5 ans, je ne me trompe pas. et en fait, c'est un magazine qui est indépendant et qui est dédié au cinéma d'un point de vue féministe. Donc, qui retrace un petit peu toute l'histoire des films, des réalisatrices, vraiment d'un point de vue très analytique, c'est très intéressant. Si vous avez l'occasion, allez voir, c'est Sorociné, du coup, vous pouvez les trouver sur toutes les plateformes. Voilà. Et du coup, à ce jour, elles ont sorti 2 revues papier, donc, qui sont aussi très intéressantes. Si vous avez l'occasion de les acheter, vous pouvez les commander sur leur site aussi. C'est super intéressant, moi j'ai adoré. J'adore le magazine, donc voilà. Donc là, aujourd'hui, nous, on reçoit Léon Cazan, qui est vice-présidente du coup de Sorociné. Elle est aussi journaliste chez Livre Hebdo. Et aujourd'hui, du coup, vous savez pourquoi vous êtes venus normalement. Elle va décortiquer le parcours d'une figure féminine persécutée qui est la sorcière. Elle est très présente aujourd'hui en littérature et sur les écrans. Et du coup, la grande question, c'est leur grand retour est-il en relation avec la nouvelle vague féministe? Vaste programme. Déjà, bonjour, merci beaucoup, plutôt bonsoir, merci beaucoup en tout cas d'être venu pour parler de tout ça et merci beaucoup Léna de m'accueillir aujourd'hui. Du coup, j'avais prévu une petite présentation sur Sorociné, mais il n'y a même pas besoin, en fait, parce que tu l'as tellement bien fait que voilà. Mais on pourra en reparler à la fin de la conférence si vous avez des questions ou vous voulez savoir comment nous soutenir. Je voulais aussi faire une petite précision avant de commencer. Donc en fait, ce corpus ne prétend absolument pas à l'exhaustivité. J'ai dû faire un choix parce qu'il y avait énormément de choses imaginables sur le sujet, beaucoup de films, beaucoup de séries, donc j'ai dû faire un tri. Je vais aussi devoir dévoiler des éléments clés de l'intrigue de certains films. Je suis désolée. J'ai essayé d'éviter au maximum quand c'était possible, mais des fois c'est nécessaire pour pouvoir l'analyser. Et enfin, si vous voulez retrouver la liste des œuvres que je vais évoquer dans cette conférence, les articles et les livres sur lesquels je me suis appuyée pour la construire aussi, j'ai mis le lien vers un Google Doc où vous avez toute cette liste et je le remettrai à la fin de la présentation si vous voulez le retrouver. Voilà. Donc, je vais commencer. Pour moi, tout le monde a une opinion sur la sorcière, tout le monde a une image de la sorcière. Et je pense que si je demandais à chacune d'entre vous l'idée que vous vous en faites, chacun aurait une réponse différente. Pour moi, la sorcière, ça a longtemps été Samantha de la sitcom Ma sorcière bien-aimée, que je regardais tous les soirs religieusement avec ma mère à la télévision. Mais il y en a plein d'autres, des ensorceleuses qui ont hanté le cinéma. Il y a cette femme d'une laideur sans pareil qui enfourche un balai avec un rire strident et qui s'envole. Mais il y a aussi les madones voluptueuses qui charment pour mieux séduire leur proie. Il y a aussi les petites filles ou les ados espiègles qui rêvent d'évasion. Et puis aussi les vraies sorcières, en fait, celles qui se revendiquent d'une spiritualité alternative. Elles existent. Et puis ces dernières années, comme l'a souligné Léna, les sorcières sont aussi devenues une icône féministe. Peut-être parce qu'on commence enfin à comprendre ce qui se jouait dans les chasses aux sorcières, qui ont coûté la vie à des millions de femmes qui étaient incomprises et innocentes. Incomprises parce qu'elles ne rentraient pas dans le moule, elles étaient trop vieilles, trop laides ou au contraire trop tentantes, des guérisseuses, des fortes têtes, bref, des éléments indésirables quand la société a une idée trop fixe de ce qu'est une femme. D'où une réhabilitation moderne de la sorcière, victime du patriarcat et résistante à l'ordre préétabli. Et c'est cette thèse que j'ai eu envie d'explorer avec vous ce soir, et notamment le lien de cause à effet qu'il peut y avoir entre les avancées sociales d'un pays et sa vision des sorcières. Alors, hop. Donc déjà, je voulais commencer par un petit peu d'histoire et rappeler ce que c'est une sorcière de base. Donc en fait, on retrouve la trace des sorcières dans à peu près toutes les civilisations, beaucoup dans la mythologie, etc. Mais le mot vient du latin populaire. On peut essayer de traduire grossièrement par diseur de sorts. Et en fait, c'est au début du Moyen-Âge que le statut de sorcier va commencer à faire l'objet du courroux
des autorités. Donc il va déjà y avoir des amendes à payer de la part des sorciers sous le règne de Clovis puis de Charlemagne. Et ensuite, ils vont carrément être traduits en procès à partir de 1326. Pardon. Et je dis ils, mais ce sont surtout les femmes qui en sont victimes. En Europe, on considère que c'est entre 80 et 85% des personnes tuées ont été des femmes. Le marteau de la sorcière, ou Malleus Maleficarum, qui est une sorte de manuel à l'intention des inquisiteurs, explique en effet que si les sorciers existent, ce sont les femmes qui sont les plus concernées parce qu'elles elles ont une nature assez faible et fondamentalement mauvaise. Et c'est pour ça qu'elles sont plus à même d'être possédées par le malin. Et cette persécution, elle va durer sur 4 siècles. Elle a lieu en Europe, mais elle a aussi lieu aux États-Unis, plus précisément entre 1692 et 1693. Donc voilà, vous devez tous voir Les Sorcières de Salem, ce que c'est. Et en fait, c'est l'étendue de ce massacre qui fera dire à certaines historiennes féministes que la chasse aux sorcières, dans son ensemble, ça a été le plus grand féminicide de masse de l'histoire, visant à expurger la société de ces éléments perturbateurs, mais même si bien sûr ce n'est pas la seule raison et c'est un phénomène hyper complexe. Ces multiples revirements de situation quant au regard qu'on porte sur la sorcière se retrouvent dans ces différents traitements à l'écran. Donc c'est sans doute évident, mais une société conservatrice ne va pas s'emparer de ce sujet de la même manière qu'une société progressiste. Le climat culturel est vraiment décisif. Alors, la première sorcière qui va pointer le bout de son nez dans le 7e art, on la doit à Georges Méliès avec le film Chez la sorcière, qui date de 1901. Je vais peut-être le mettre un peu plus de côté pour pouvoir voir l'écran aussi. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout y est. Il y a le chaudron, la cape, le chapeau et le nez crochu. Il est à noter que ces éléments qui sont constitutifs du look de la sorcière ont des origines diverses et variées. On n'est pas encore tout à fait sûr de ça. Par exemple, il y a des gens qui pensent que le chapeau pointu, ça vient du dieu Cornu, qui est la divinité de la nature et de la fertilité qui était célébrée pendant les sabbats. Et du coup, voilà, c'est une référence à sa corne. Le balai a bien sûr une connotation phallique. Et pour ce qui est du nez crochu, par exemple, on peut considérer que peut-être ça s'appuie aussi sur les préjugés de l'époque et que ça a à voir avec une caricature antisémite. La peau verte, par contre, elle va venir du magicien d'Oz, donc on n'en est pas encore là. Donc dans ce court-métrage, la sorcière va créer différentes femmes très séduisantes pour un homme qui veut choisir une prétendante. Mais quand il fait son choix, il découvre que cette jolie femme n'est autre que la jeteuse de sorts elle-même qui lui fait une farce. Donc voilà, c'est un petit ballet burlesque avec un humour très typique de ces années-là. Quelque chose qui convient parfaitement à Georges Méliès, puisque dans ses films, il adore jouer avec l'idée de trompe-l'œil. Il voulait même être illusionniste avant de se tourner vers le cinéma. Donc à ce moment-là, le cinéma, il en est à ses débuts. C'est pas encore considéré comme un art comme aujourd'hui, mais plutôt comme un divertissement, ce qui explique que l'histoire soit très simple, que ce soit une petite historiette marrante, avec des symboles très identifiables par le public. Par la suite, dans le cinéma muet, il va également y avoir des femmes qui sont accusées à tort de sorcellerie, mais qui résoudront leur tracas en épousant un homme convenable. On va voir que ça par la suite, mais réformer la femme par le mariage, c'est très fréquent dans les films de sorcières américains des années 1940-1950. Il y a un documentaire qui s'appelle Les sorcières à Hollywood. Il a été réalisé par Sophie Perard. Et dedans, la documentariste dit que Blanche-Neige et les 7 nains, qui est sorti en 1937, il a vraiment constitué un tournant. La méchante reine n'est pas qu'une vieille dame hideuse, mais c'est aussi une vampe inspirée des femmes fatales de l'époque, comme l'actrice Joan Crawford. Elle est laide à l'intérieur et elle finira par le devenir à l'extérieur à cause d'un charme qui ne fonctionne plus. Sa magie ne provient pas d'une alliance avec le diable, et son but n'est pas d'instaurer le chaos dans le royaume, mais d'en être la plus belle. Donc en fait, elle elle cherche un objectif qui est le sien. Pour Robin Allan, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur Disney, elle représente la femme redoutée par les hommes dans une société qu'ils dominent.
Elle est à la fois la femme fatale et un personnage inquiétant, issu d'un monde plus ancien. Cette double facette, elle est encore présente aujourd'hui, par exemple avec la série Game of Thrones qui met en scène le personnage d'une sorcière, Mélisandre, la sorcière rouge, qui est une très belle femme d'apparence, mais une très vieille dame quand elle enlève son collier. Sauf que c'est beaucoup plus nuancé parce que c'est un personnage qui est beaucoup moins égoïste et moralement plus complexe que la méchante reine de Blanche-Neige. Et voilà, donc on arrive au Magicien d'Oz, donc ça sort 2 ans plus tard, et donc c'est réalisé par Victor Fleming, et vraiment ça va encore une fois changer la donne en introduisant la première gentille sorcière du cinéma, Glinda, qui est jouée par Billie Burke. Tout de rose vêtue, elle est tout ce que sa sœur, la méchante sorcière de l'Ouest, n'est pas. Cette dernière est jouée par Margaret Hamilton, elle a la peau verte, et comme on l'a vu c'est une fourmière. Mais surtout, elle veut désespérément récupérer les souliers de rubis magiques que Dorothy a trouvés pour accroître ses pouvoirs. Alors que Glinda est douce et féminine, le pouvoir ne l'intéresse pas. Le Magicien d'Oz, j'imagine que vous le savez, mais c'est une adaptation d'un roman qui a été écrit par Lyman Frank Baum. Et en fait, pour écrire le personnage de Glinda, il s'est inspiré de sa belle-mère, Matilda Joslyn, qui était une activiste féministe, pour le coup une image très positive, une activiste féministe et antiraciste qui elle-même se revendiquait sorcière, mais plus dans un sens politique. Et après, ce que je trouve marrant, moi, c'est que le film mette un peu en sourdine cet aspect vraiment combatif du personnage pour la faire ressembler à une bonne fée. Sophie Perard, d'ailleurs, donc des sorcières à Hollywood, aimait l'idée que les souliers de rubis, dont la couleur évoque le désir, mais aussi la menstruation, sont une métaphore de la puberté. Dorothy est adolescente, elle se trouve donc au carrefour de son existence et elle doit décider à ce moment-là quel type de femme elle veut être. Et elle a d'un côté Glinda et de l'autre la méchante sorcière de l'Ouest et assez de pouvoir dans ses chaussures pour pouvoir choisir n'importe quoi. Et finalement, elle choisit de se détourner du pouvoir grandiose que cela pourrait lui apporter pour rentrer chez elle. Parce que le pouvoir était, et encore parfois, mal vu quand il est recherché par les femmes. Les femmes ambitieuses sont souvent caricaturées par la fiction, car comme le dit la militante féministe et sorcière Starhawk, nous avons été programmées à avoir peur du pouvoir des femmes. La sorcière, une femme qui a littéralement des pouvoirs, doit donc montrer patte blanche pour être acceptée et aimée. Et quoi de mieux pour mater une sorcière que la domesticité ? Après Georges Méliès, René Clair sera le deuxième réalisateur français à s'emparer du thème de la sorcière, mais il le fera aux États-Unis en 1942. Ça donne Ma femme est une sorcière avec Frédéric Marc et Veronica Lake, qui joue une sorcière de plusieurs siècles qui jette son dévolu sur un homme innocent pour se venger de ses ancêtres. Alors là, j'ai vraiment synthétisé parce que le synopsis est hyper compliqué. C'est la première fois que la sorcière sort de son monde magique pour intégrer la vie ordinaire. Et il y aura aussi en 58 L'adorable voisine avec Kim Novak et James Stewart, où Gillian n'a qu'une seule volonté malgré toutes les possibilités que lui procure sa magie, c'est vraiment trouver l'amour. Ces héroïnes sont toujours obligées de renier une partie ou tout leur pouvoir pour mener une vie heureuse, aka la vie d'une femme au foyer. Et ce message est très appuyé notamment dans Ma femme est une sorcière, où Jennifer finit par perdre la partie et par dire qu'elle veut devenir, je cite, une simple épouse qui sait se rendre utile. Elle a même un enfant avec son époux, une petite fille qui fait l'objet de l'épilogue du film. En fait, la petite fille est en train de courir dans tout l'appartement complètement échevelée et avec un balai. Et en fait, donc là, il y a le personnage de Veronica Lake, Jennifer, qui l'angoisse et qui échange quelques mots avec son mari. Donc j'ai pas le dialogue exact, mais en gros, ils se disent il va falloir surveiller la petite pour qu'elle ne sorte pas du rang, comme voilà, sa pécheresse de mère. Dans le sitcom Ma sorcière bien-aimée, qui a quand même été diffusé de 1964 à 72, c'est un dilemme abordé avec beaucoup plus d'humour. Samantha, l'héroïne, aspire à la normalité, mais elle finit toujours par devoir utiliser ses pouvoirs pour résoudre ses problèmes. On va d'ailleurs regarder un petit extrait. J'avais pas tourné le diapo au bon moment, c'est pas grave. Il n'y a pas de son. Ils sont un peu, je crois. Petit problème technique.
And this is for both of us. Donc voilà, pour moi ce genre de scène suggère qu'être l'épouse parfaite c'est impossible à moins d'avoir des pouvoirs magiques. Et cette position fait qu'elle est souvent la seule à savoir ce qui se passe autour d'elle. Et surtout par rapport à son mari qui est toujours représenté un peu comme un homme très gentil mais finalement un bonnet quoi. Et personnellement je trouve aussi que c'est une bonne allégorie de ce qu'on appelle l'intuition féminine, donc qui est quand même quelque chose qu'on a beaucoup décrypté en sociologie, pour en fait montrer que c'est pas du tout quelque chose d'inné dont les femmes seraient dotées, mais plutôt le résultat d'une socialisation où en fait on nous a profondément éduqués pour toujours anticiper le besoin des autres, etc. Pour autant, l'émancipation elle a des limites, vu que par exemple la mère de Samantha, Andorra, elle assume totalement son statut à part, et elle incarne vraiment pour le coup la figure repoussoire comparée à sa fille. Elle revendique son usage de la magie, elle trouve le quotidien ennuyeux, elle ne fait que se moquer de son beau-fils et elle arbore une apparence tout à fait marquante et tapageuse. Bref, elle ne s'excuse pas de vivre ni d'être puissante pour dessous. Et voilà, jusqu'à maintenant, je vous ai surtout parlé de cinéma américain, mais qu'en est-il de la France ? Eh bien, en France, c'est plus compliqué. On a beaucoup moins de films et ils sont plus naturalistes que les films américains. Ce qui fait que le public, ça va être un truc un peu plus niche en fait en France, et les Français qui font des films de sorcières ont plus de mal à trouver leur public. Par exemple, il y a l'adaptation Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller, qui a été réalisée en 1957 par Raymond Rouleau. Vu que la pièce de Miller, c'est une réflexion voilée sur le macartisme, ça parle pas forcément à grand monde en France. Et même pas à Mylène de Mongeau, qui tenait le rôle principal et qui avait 21 ans à l'époque. En 2017, elle a expliqué au Figaro que le sens du récit lui était totalement passé au-dessus de la tête. Donc voilà, qu'elle savait pas forcément trop ce qu'elle jouait. Malgré la présence de Juliette Gréco au casting, Maléfique d'Henri Decoing, sorti en 1961, sera un flop total. Donc voilà, encore une fois, pas trop une victoire. On peut aussi mentionner que Jacques Rivette s'est emparé du sujet d'une manière très barrée dans Duel en 1976, et René Manzor d'une manière un peu Disney dans les années 90 avec Un amour de sorcière, qui réunit Vanessa Paradis, Jean Reno et Jeanne Moreau. Toutes ces incursions dans le cinéma fantastique sont analysées par le journaliste Jérôme Lachasse dans un article, vous trouverez le lien dans la bibliographie, il est vraiment hyper intéressant. Et puis, pour conclure sur la France, c'est Béatrice Dalle qui déclarait aux Médias Numéro « La sorcière est une figure passionnante, surtout dans un type de cinéma où on a envie de dépasser la vie réelle. » Et d'ailleurs, elle frôle un peu ce sujet dans Lux Aeterna, qui est l'un des derniers films de Gaspard Noé, si ce n'est le dernier, je ne me rappelle plus, où en fait elle joue une actrice qui joue dans un film de sorcière. Et voilà, si on reprend un petit peu notre tour d'ensemble international, on va se rendre compte que plusieurs événements historiques vont avoir un impact sur la représentation de la sorcière. Déjà, la disparition du code Hays, par exemple. Donc, le code Hays, c'est un code de production du cinéma qui visait à ne produire que du contenu convenable. Donc, comprenez quelque chose de très puritain. En fait, on n'avait plus le droit de représenter la sexualité, la violence de manière appuyée, obligé de ne pas représenter l'homosexualité, de toujours punir les personnages méchants à la fin des films. Donc c'est vraiment une période qui a été très difficile pour les cinéastes qui étaient complètement soumis à la censure. Et en fait, c'est un code qui est mis en vigueur en 1930 et qui va vraiment commencer à se péter la figure en 50. Après quoi, il va y avoir donc une forme de libération des mœurs qui est boostée aussi par tous les mouvements sociaux qu'il va y avoir à partir de 1960. Et justement, c'est en 1968 que le code va être complètement supprimé, pour remplacer ça par une classification en âge, ce qui va permettre aux États-Unis de développer à ce moment-là le cinéma d'horreur ainsi que le cinéma pornographique. Voilà, c'est un autre sujet. Côté société, vu que les mouvements féministes commencent à fleurir, les nouvelles spiritualités aussi, c'est donc le contexte parfait pour l'apparition des coven ou clans de sorcières au cinéma.
Il va même y avoir des films où on va un peu plus voir en quoi être une sorcière consiste. Par exemple, le film d'horreur Season of the Witch de George Romero, considéré comme le père du zombie moderne, où il y a quelques scènes de rituels. Et puis, un film culte de Coven qui sort en 87, c'est Les Sorcières d'Eastwick de George Miller. Tout est mémorable dans ce film, à commencer par son casting. Donc 3 amies qui sont jouées par Cher, Michelle Pfeiffer et Suzanne Sarandon invoquent le diable involontairement. Il prend les traits d'un homme riche, charismatique, mais aussi assez repoussant, qui s'appelle Daryl Van Horn, joué par Jack Nicholson, et il va les séduire tour à tour avec un discours pseudo-féministe. Ce qui est un peu problématique dans ce film, c'est que c'est le personnage de Jack Nicholson qui va vraiment les aider à se révéler à elles-mêmes, à découvrir qu'elles ont des pouvoirs, à avoir une sexualité épanouie, etc. Mais ce qui est assez novateur pour l'époque, c'est qu'en fait, on va voir des femmes qui courtisent le même homme, mais sans jamais être des rivales. Elles vont toujours conserver leur amitié. Et puis, aussi, en fait, à la fin, elles se rendent compte que c'est une influence néfaste dans leur vie. Et du coup, elles s'en débarrassent. Et à la fin, elles vivent très joyeusement en coven, du coup, toutes les 3, avec leur tripotée d'enfants, dont les 3 enfants qu'elles ont eus avec cet homme, parce qu'il les a toutes les 3 mises enceintes. Donc voilà, c'est pas forcément trop ce qu'on voit à l'écran à ce moment-là. Et puis, il y a un autre film qui va dans les années 90 influencer grandement le cinéma de sorcière, mais je vais faire une entorse à mon plan chronologique pour vous en parler plus tard. Vous comprendrez pourquoi. Alors, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est un documentaire du Times Magazine sur un groupe de femmes qui se revendiquent être des sorcières et qui se sont réunies au pied de la Trump Tower, donc quand Donald Trump a été élu, pour lui jeter des sorts. En fait. Il y a une phrase que vous connaissez peut-être, le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme. On prête cette citation à Virginia Woolf, mais je n'ai pas trouvé de confirmation, donc prudence avec les citations. À notre époque, où féministe n'est plus un gros mot et que la lutte pour l'égalité s'est relativement démocratisée, on essaye de réparer des siècles et des siècles de domination masculine. Et ça passe par le fait de remettre en avant les figures invisibles de l'histoire, donc souvent des femmes ou des personnes appartenant à des minorités. Et les victimes du patriarcat sont en quelque sorte déterrées pour leur rendre un hommage à la hauteur de leur calvaire. Et celles que l'on traitait de sorcières en font partie. Une sorcière en Occident, maintenant, c'est considéré comme assez inspirant, en fait. C'est une femme puissante, surtout auprès des jeunes générations, où c'est beaucoup, on peut dire, à la mode. Chez les militantes, les références fleurissent à travers des slogans qui sont devenus cultes, comme « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler ». C'est ce qu'on appelle en sociologie un retournement de stigmate, donc c'est-à-dire quand... c'est ce qui se passe, en fait, quand une communauté se saisit d'une insulte à son encontre pour l'assumer, reprendre du pouvoir dessus. Je dis reprendre du pouvoir, mais en fait, il y a un terme très très utilisé ces dernières années, c'est le verbe anglais to empower. Il est dur à traduire, mais on pourrait essayer en disant s'empouvoirer, donc c'est-à-dire trouver individuellement et collectivement ce qui nous donne du pouvoir et ce qui nous fait nous sentir en contrôle, plutôt qu'attendre d'être sauvés. Et cette notion, elle est au cœur de la production actuelle. Elle a complètement transfiguré le mythe de la sorcière. On part vraiment aujourd'hui du principe que c'est la société qui crée la sorcière. Pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur 2 films historiques qui sont sortis récents. Donc le premier, c'est The Witch de Robert Eggers. Alors, je me bats toujours quand il faut classifier ce film. Pour moi, en fait, c'est pas forcément un film qui fait peur. Alors après, j'ai peut-être perdu toute ma sensibilité à force de voir des films d'horreur, mais c'est plus un film sur la peur. Il se déroule en 1630 en Nouvelle-Angleterre quand un groupe de dévots est chassé de sa communauté parce qu'il y a eu un différend religieux.
C'est le début du film. Et en fait, ils vont s'installer dans une ferme reculée à l'orée d'une forêt où il y aurait des sorcières. Et à partir de là, l'équilibre de la famille va partir en éclats à mesure que d'étranges phénomènes se produisent. Et ils trouvent rapidement un bouc émissaire, les deux parents, en la personne de Thomasine, leur fille aînée, qui est jouée par Anya Taylor-Joy, que vous connaissez peut-être si vous avez vu par exemple la série Le jeu de la dame sur Netflix. Donc c'est leur fille aînée, qui est pour eux une incarnation du péché. Poussée à bout, elle va finir par accepter le fait qu'elle est la méchante de l'histoire et presque prendre goût à la peur qu'elle inspire à ses bourreaux. On va voir aussi un extrait. Donc malheureusement, les extraits que je vous diffuse sont en anglais, mais je résumerai la scène pour les personnes qui ne comprennent pas. Away from my body and dances naked with the devil. So I signed his book. No. He bade me bring an unbaptized babe. So I stole some and I gave him to my master. And I'll make any man or thing else vanish I like. No. Aye. Not vanish thee too if thou displeaseth me. Be quiet. Mercy! She's been telling fantasies. The chance will boil and bake thee. Since we're like a food. No! Don't come. Donc en fait là on la voit avec ses petits frères et sœurs et elle est énervée parce que sa petite sœur arrête pas de l'embêter et la traiter de sorcière et du coup elle lui dit bah très bien en fait c'est vrai je suis une sorcière, je kidnappe des bébés, je bois du sang d'animaux etc. Et voilà quoi, on sent qu'elle finit presque par trouver du pouvoir dans la peur qu'elle voit dans les yeux des gens autour d'elle. Et après que la cellule familiale ait été détruite dans le film, elle va vraiment rencontrer le diable et passer un pacte avec lui. Il va lui demander « Veux-tu connaître le goût du beurre, porter de jolies robes, veux-tu vivre délicieusement ?» Et elle accepte parce que c'est la seule manière pour elle de s'extirper de sa condition qui est misérable. Nue, elle rejoint les membres de son nouveau coven en plein sabbat. Donc techniquement, en fait, elle rejoint le côté obscur, mais c'est en même temps une happy end pour elle parce que en fait, si elle n'avait pas fait ça, elle aurait été brûlée et voilà quoi, ça se serait arrêté pour elle. Le film espagnol Les sorcières d'Aquelarre, qui est sorti en 2021 en France, il se passe un peu au même moment, mais cette fois-ci au Pays Basque, donc qui en plus est une terre riche en folklore, en sorcellerie, etc. Donc il dépeint le triste sort d'un groupe de jeunes tisserandes qui ont une relation très fusionnelle. Elles sont accusées de sorcellerie et jetées en prison et soumises à la question. Après avoir tenté de prouver leur innocence, elles vont comprendre qu'en fait, aux yeux de ces hommes d'une grande perversité qui les jugent, elles seront toujours coupables et que du coup, ça ne sert à rien d'essayer de blanchir leur honneur. En fait, autant leur donner ce qu'ils veulent et les battre à leur propre jeu. Donc, ok, tu m'accuses d'être une sorcière, bah très bien, oui, je suis une sorcière, effectivement, et je vais faire en sorte de donner plein d'informations pour te perdre et que je sois importante pour toi. Sauf qu'à force de se persuader qu'elles sont des sorcières, elles en deviennent vraiment. Et la puissance de leur amitié culmine dans une magnifique scène finale qui met en scène un sabbat, justement. Comme le dit un des personnages, rien n'est plus dangereux qu'une femme qui danse. Ces jeunes filles, comme Thomasine dans The Witch, sont devenues les sorcières qu'on les a accusées d'être. Et c'est comme ça qu'elles parviennent à tenir tête à leurs bourreaux. Donc là, c'est représenté d'une manière plus positive. Si vous voulez voir une fin heureuse, tournez-vous plutôt vers ce film. Et du coup, je vais citer une phrase de l'autrice Pauline Le Gall. « La fiction resitue le coven comme un groupe symbolique, en non-mixité choisie, autour duquel on se retrouve pour partager des savoirs et des expériences. Difficile cependant de faire le tri dans les représentations des sorcières, tant cette imagerie a été récupérée par le capitalisme. » Alors oui, aujourd'hui en fait on voit plein de bibelots, de t-shirts, de livres de développement personnel, des oracles, enfin bref, plein de choses à l'effigie de la sorcière et on peut se demander en fait quel est l'intérêt de cette... Est-ce que c'est pas une récupération plutôt qu'une réhabilitation ? C'est comme si, après avoir été persécutée, la sorcière devenait enfin cool.
Et je trouve que ce qui illustre très bien ce changement de paradigme, ça va être la différence entre le film des années 90 dont je vous disais qu'il était important, The Craft. Il s'appelle Dangereuse Alliance en français, mais enfin, je trouve ce titre... enfin voilà, quoi, je vais l'appeler The Craft parce que ce titre, je le trouve vraiment pas terrible. Et son sequel, donc un sequel, c'est une suite qui n'est pas forcément directe, qui est sortie en 2020, donc le dernier, pour Netflix, qui s'appelle The Craft, The Legacy, et qui n'a pas été traduit en français. Donc j'ai dit tout à l'heure que The Craft avait changé la donne et je vais vous expliquer pourquoi. Ce film suit une adolescente qui s'appelle Sarah et qui emménage dans une nouvelle ville après la mort de sa mère et une tentative de suicide. Dans son nouveau lycée, elle rencontre Nancy, Bonnie et Rochelle, 3 parias fans de sorcellerie. Et chacune est rejetée pour une raison différente. Rochelle, c'est la seule noire de son école, et elle subit du harcèlement raciste. Bonnie, elle a le corps couvert de brûlures qui la font terriblement souffrir. Et Nancy, elle vient d'une famille pauvre et dysfonctionnelle. Sarah, qui a toujours manifesté des aptitudes très spéciales, rejoint leur bande, et à force de travail, elles deviendront des sorcières aguerries. Et même s'il y a eu Romero, c'est encore extrêmement rare à ce moment-là de voir des sorcières à l'ouvrage. Le réalisateur, qui s'appelle Andrew Fleming, voulait se détacher des représentations fantasmées et cartoonesques. Et du coup, pour écrire son film, il s'est entouré de sorcières pratiquantes. Et c'est sûrement pour ça que la morale du film est nuancée. Le groupe de Sarah s'effondre parce qu'une des membres s'est laissée aveugler par son pouvoir. Mais elles vont régulièrement s'approvisionner dans un magasin d'ésotérique et qui est tenu par une sorcière. Et elle leur dit « Rien n'est noir ni blanc, il faut juste savoir équilibrer sa part de sombre et de lumière. » Donc c'est vraiment la morale du film. The Craft croise sorcellerie et le teen movie, donc le film d'adolescent. Et il laisse vraiment une forte impression grâce à ses personnages qui sont profonds, sa manière unique et vraiment trépidante de montrer la magie. Et ses atours, qui en font vraiment un petit bijou grunge. Voilà, c'est sorti dans les années 90, ça fleure bon les années 90. Et d'ailleurs, ce film va inspirer la série Charmed, qui va reprendre un de ses morceaux cultes. Donc c'est How Soon Is Now du groupe Les Smiths. Et en fait, dans le film The Craft, il y a vraiment une scène emblématique avec cette musique. Et c'est le générique aussi de Charmed, du coup en version accélérée. Donc honnêtement, c'est assez difficile de passer après un tel film. Mais comme Hollywood est vraiment à fond sur les remakes, les sequels, les prequels en ce moment, il s'est vraiment donné à cœur joie. Donc la suite de The Craft Legacy, comme j'ai dit, c'est sorti en 2020 sur Netflix et ça a été réalisé par une femme, Zoe Lister-Jones. Il se déroule, je dirais, à peu près 10-15 ans après le premier et la structure narrative est assez similaire. Donc on suit une adolescente qui se fait des amis dans son nouveau lycée, elles sont toutes très originales et elles décident de fonder leur coven. Ça fonctionne, elles ont du mal à maîtriser leur pouvoir, elles se font des ennemis. Enfin voilà, vous avez l'idée. J'ai pas été très emballée par ce film, vous avez peut-être dû le sentir. Déjà parce que je trouve qu'on a perdu la profondeur du premier, malgré tout le travail préliminaire qui a été fait par la réalisatrice, et c'est tout à son honneur en fait. Il y a parmi les actrices des jeunes femmes qui pratiquent la sorcellerie, il y a eu des consultantes, etc. Mais c'est vraiment pas très subtil. Et puis, il y a quelque chose de très parlant en tout cas par rapport à ce changement de paradigme dont je vous parlais, c'est que l'antagoniste du film a changé. Donc dans le premier, c'est une des adolescentes elle-même qui perd les pédales à cause du pouvoir. Mais dans celui-ci, c'est le beau-père de l'héroïne qui est un espèce de coach masculiniste. Donc il représente vraiment tout ce côté hyper patriarcal, des hommes qui veulent pas que les femmes fassent un pli, etc. Et le groupe de filles très unies finit par le tuer. Et c'est par les flammes, en disant d'une manière extrêmement subtile, comme je l'ai dit, maintenant c'est à ton tour de brûler. Et franchement, c'est pas la seule franchise dont je pourrais vous parler, je vais pas toutes les citer, hein, mais on peut parler du remake de Suspiria, le chef-d'œuvre de Dario Argento, par Luca Guadagnino par exemple. Les sorcières qui tiennent l'académie de danse vont être beaucoup plus humanisées, le fonctionnement du coven il est étoffé. L'héroïne du film, elle a un rapport beaucoup plus complexe à ce qui se passe au sein de l'école de danse. On pourrait aussi parler de... Je sais plus si je l'ai mis. Est-ce que j'ai mis ? Non.
On pourrait aussi parler de Maléfique, donc, qui est un film qui parle des origines de la méchante reine ou sorcière, je ne sais plus, dans La Belle au bois dormant. Et en fait, ce film, donc, qui est sorti relativement récemment, c'est en 2014, il donne une seconde chance à cette grande méchante Disney en montrant qu'en fait, elle est devenue mauvaise à cause de la cruauté des hommes. Ce film, il a d'ailleurs été scénarisé par une femme, co-scénarisée, elle s'appelle Linda Woolverton, et il a été réalisé par un homme, Robert Stromberg. Et d'ailleurs, c'est aussi dans ce film qu'on voit un enjeu, donc dans Maléfique, qu'on voit un enjeu capital des films de sorcières, cette idée que les sorcières portent un rapport différent à la nature et qu'elles se portent en espèce de garante, de gardienne de la force de la Terre, contrairement aux hommes qui veulent coloniser, détruire, piétiner la nature. Et c'est quelque chose de très important dans ces films-là. C'est aussi des films qui, finalement, ont parfois une portée écologiste, de montrer quel autre rapport on pourrait entretenir au monde qui nous entoure. Et j'en arrive à mon dernier point, du coup, qui est donc la limite de cette réappropriation, parce que, comme vous avez pu le constater vous-même, les sorcières de mon panel, elles sont un peu toujours le même type de profil. C'est soit des jeunes filles, soit des jeunes femmes, et elles sont blanches, et elles vivent en Occident. Witnesses, none of them had actually seen me through the oil. As it turns out, I'm an heir to Tituba. She was a house slave in Salem. She was the first to be accused of witchcraft. So technically, I'm part of your tribe. Is this where we all sing Kumbaya? Bitch, I will eat you. Hey. Donc en fait, là, ce que je vous ai montré, c'est un extrait de la série American Horror Story. C'est une anthologie d'horreur. Et c'est sur une saison qui est consacrée aux sorcières. Et donc on suit un groupe de sorcières qui rejoignent une espèce d'académie. Et parmi elles, il y a une sorcière noire qui dit moi en fait, je suis l'héritière de la première femme qui a été accusée de sorcellerie. Donc en fait, je fais partie de ce groupe autant que vous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude encore de voir des sorcières noires au cinéma. Dans un article pour le média Variety, la journaliste Brie Annabelle pointe du doigt cette absence. Il y a aussi très peu de films qui explorent le vaudou ou le houdou. Donc peut-être que vous connaissez, peut-être pas. En fait, le vaudou et le houdou, c'est deux types de magie qui ont des origines africaines, mais le vaudou, c'est plus une religion organisée, alors que le houdou, c'est un agrégat de croyances populaires. Et du coup, voilà, la différence est apparemment importante. Pour le chercheur Donald de Constantino, cette invisibilisation, elle est due à la mauvaise réputation du vaudou, puisque le vaudou se trouve à l'origine du cinéma de zombies. En fait, les premiers zombies viennent du vaudou. Ce qui est un autre sujet que je n'aurai pas le plaisir de développer, mais il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a un film d'horreur qui parle de vaudou et dont l'antagoniste c'est une sorcière noire. Ça s'appelle Spell, de Marc Tondereil, qui se passe dans les Appalaches. Et c'est très intéressant. Mais après, le souci, c'est qu'en fait, avec ce film, comment dire, le personnage principal a cette espèce de maladie au cinéma qui consiste à expliquer tout ce qu'il fait à l'écran. Parce que je pense que le réalisateur avait peur qu'on ne comprenne pas ce qu'il faisait, vu qu'on connaît mal le vaudou et le houdou. Et du coup, voilà, c'est un petit défaut. Néanmoins, si vous aimez bien les films d'horreur, je vous le conseille. Et puis, il y a aussi très peu de sorcières noires qui ont... non, ça c'est... Ah mais non, là je vous spoil complètement le reste de la présentation. J'avais pas vu que l'affiche était là. Et puis aussi, beaucoup de sorcières noires qui n'ont pas le droit à un happy end. En fait. Il y a des séries ou des films un peu fun sur les sorcières, mais c'est toujours des personnages qui sont blancs. Un contre-exemple serait la web-série Juju, dont la première saison a cumulé plus de 100 000 vues, ce qui atteste du besoin d'avoir ce type de médias sur nos écrans. L'une des meilleures recommandations que je pourrais vous faire en la matière, c'est le film qui est juste derrière moi, I'm Not a Witch, de Rogano Nioni. Donc, il parle d'une petite fille qui s'appelle Shula, et elle est accusée d'être une sorcière par les villageois d'un petit bourg zambien. Et comme elle est bannie, elle rejoint ce qu'on appelle un camp de sorcières. Donc c'est un endroit où on met toutes les femmes suspectées de sorcellerie par mesure de sécurité. Et en fait, dans ces camps, elles sont isolées, parfois privées d'eau et d'électricité et retenues par un ruban blanc.
Et alors du coup ça malheureusement c'est quelque chose qui existe en fait. C'est un vrai phénomène qui existe en Zambie, au Ghana et aussi au Kenya. Donc pas partout évidemment, ça reste quand même l'apanage de petites communautés reculées, mais voilà. Et ce film, je l'adore parce qu'à hauteur d'enfant, il montre avec beaucoup de sensibilité que les chasses aux sorcières, ça existe encore. Et que la réalité de ces femmes, elle est bien différente que celle que je viens de vous décrire en fait, dans ces précédentes productions. Et puis, je voulais également parler de sorcières du même problème, mais avec les sorcières âgées, en fait. Elles sont pourtant très concernées par la représentation des sorcières, parce qu'on voit plein de femmes âgées quand on pense à la sorcière. Mais en fait, elles n'ont pas encore eu le droit à des personnages forts, en fait, plus complexes, peut-être des personnages bons, en fait. Elles restent souvent les méchantes de films d'horreur, avec des accents très sexistes en plus. Par exemple, dans Abuela de Paco Plaza, cette grand-mère, la grand-mère de l'héroïne, elle utilise la sorcellerie pour se glisser dans des corps jeunes parce qu'elle est obsédée par la jeunesse, qu'elle veut retrouver son corps d'avant, etc. Et il y a aussi un autre film qui s'appelle Jusqu'en enfer, par exemple, de Sam Raimi, qui est quand même un réalisateur culte dans l'horreur, où là c'est pire parce qu'il y a vraiment un cliché de la vieille sorcière qui est gitane et qui a des pouvoirs occultes, etc. Donc là en plus ça mélange plusieurs types de choses offensantes, c'est top. Et ce sont vraiment des exemples parmi d'autres. Le langage cinématographique des films d'horreur, on a l'impression qu'il s'empare de ce qu'on va appeler l'agisme, donc c'est la discrimination par rapport à l'âge, pour vraiment en faire quelque chose avec des éléments fantastiques, quoi. Et c'est pas forcément problématique, parce que c'est hyper cool aussi d'avoir des personnages de méchantes qui font vraiment peur, qui sont stylés et tout, mais en fait ça participe actuellement à une forme de stigmatisation. En 2019, il y a eu une étude de l'Institut Gina Davis sur la représentation des femmes âgées à l'écran, et elle indiquait qu'elles étaient sous-représentées ou condamnées à des rôles secondaires hyper stéréotypés. Donc ça c'est un vrai problème. Et puis il me paraissait important de diversifier une dernière fois ce corpus très ethnocentrique sur un dernier film japonais cette fois, donc Kiki la petite sorcière d'Hayao Miyazaki. Je crois que vous l'avez aussi mise en avant sur la table. donc voilà, voilà la totale. Donc voilà, vous vous souvenez, au début, j'ai dit que les sorcières devaient perdre leur pouvoir pour exister et être heureuses. Et dans Kiki la petite sorcière, c'est l'inverse en fait. Elle vient d'une longue lignée d'enchantresses, c'est la petite dernière, et elle doit partir en voyage initiatique pour se faire toute seule, en fait, vivre sa vie de sorcière sans devoir compter sur personne. Et en fait, au beau milieu de ce voyage initiatique, elle perd ses pouvoirs. Son balai ne décolle plus, son chat ne lui parle plus. Kiki, c'est à mon sens un des plus beaux films de sorcières qui existent. Son personnage de petite fille lumineuse, aventureuse et mélancolique prouve que les petites filles peuvent être tout ça à l'écran. Et sa perte de pouvoir est à la fois une allégorie de la dépression, donc voilà quoi, et ça c'est le genre de choses dont on se rend compte quand on revoit le film une fois adulte et qu'on se dit ah, ok. Et aussi de la panne artistique en fait, du syndrome de la page blanche, et ça me rappelle ces quelques mots d'Alan Moore sur lesquels je finirai cette conférence. Donc Alan Moore qui est un auteur très très intéressé par la sorcellerie. Je crois que la magie est de l'art et que l'art est littéralement de la magie. Il consiste à manipuler les symboles, les mots ou les images pour produire des changements sur la conscience. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. La personne qui a fait mon PowerPoint m'a fait une petite blague. Un peu mécanique le chat. Oui, c'était le chat mécanique du sitcom Sabrina. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il y a eu un téléfilm dernièrement sur Antenne 2 qui est passé. Ils n'ont pas mis le 3e volet. Et ça se passait dans les Pays-Bas avec les sorcières. Pas du tout. J'en ai pas du tout entendu parler. Et c'était extrêmement critique vis-à-vis du pouvoir royal et contre l'Église. C'était
Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas rediffusé le soir le 3e volet. C'est peut-être encore un peu tabou, effectivement. Il y avait eu un événement important qui avait annulé la diffusion, et après j'ai l'impression qu'il n'est pas sorti du tout. Ok, ouais, c'est vrai qu'au Pays Basque, on a l'impression que la chasse aux sorcières c'est loin, etc. Mais c'est vrai que le Pays Basque a beaucoup souffert par rapport à ça. Ouais. Pas d'autres questions? C'est que t'as été très clair. Ou alors personne n'a rien compris et personne n'ose. Après, si vous voulez, tu peux rester peut-être 5-10 minutes. Pour Oui, si vous voulez sûr. des échanges un peu en off, n'hésitez pas si vous êtes un peu timide, etc. Je comprends. En tout cas, je conclus. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Il n'y avait pas des films russes sur Baba Yaga? Oui, c'est ce que j'allais dire. Pardon. J'allais parler de Baba Yaga. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, j'en ai pas intégré dans mon corpus, mais effectivement, comme je l'ai souligné au début, c'est dans toutes les cultures, en fait. Il y a Baba Yaga. Chaque civilisation a ses sorcières. Oui, exactement. Merci d'être venu en tout cas, pendant cette soirée automnale. Et merci encore à vous d'être venu. Merci. Et vous pouvez